repartir sur les textes. Alors, tu as créé une nouvelle collection, Les Noirs, c'était en 2012 ? Oui. Voilà, avec 2 titres, un roman et... 3 ah, et il y en a un qui m'a échappé. 3 titres. Il y a le recueil de nouvelles de Corinne Pourteau, Pour que demain vienne, dont on parlera tout à l'heure. Il y a un roman très classiquement roman policier qui se passe à Paris, dont le titre est Le complexe du spaghetti. Et puis il y a un roman complètement déjanté de Franz Bartelt, qui est publié chez un petit éditeur de la rue Gallimard actuellement, et qui est complètement déjanté et que j'ai beaucoup aimé. Et l'idée pour moi de faire Les Noirs, alors bien sûr il y a un petit côté marketing parce que ça fait voir les textes un peu différemment, mais en même temps c'est une façon de dire que ce que j'ai envie de développer dans mon catalogue, c'est pas juste le registre de la littérature blanche, c'est ce que je disais en introduction, c'est des histoires qui tournent d'une certaine façon. Là, je pense que vous commencez à voir à peu près ce que j'apprécie, mais ça peut être aussi du registre noir. Alors on y reviendra, mais en fait il n'y a pas de... Enfin, la collection, je veux dire, tu abordes la littérature, on va dire, de genre, pour dire un gros mot qui ne peut pas forcément dire grand-chose. Tu l'abordes dans la collection Les Noirs, donc avec des choses assez différentes. Pour que demain vienne, on a 5 nouvelles assez fortes, c'est encore assez ancré dans le... pas dire dans le quotidien, mais dans la vie courante. Effectivement, Bartelt, on est dans un registre complètement différent. Alors Franz Bartelt, on en parlera assez rapidement ce soir, parce que malheureusement il a fallu faire un choix dans les livres, c'était déchirant. Mais Bartelt, c'est une histoire complètement outrée et grotesque. Enfin, c'est une sorte de caricature d'histoire policière menée jusqu'au bout de sa logique, quoi. Et puis c'est son univers à lui, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire que dans le roman que j'ai publié, en particulier, qui fait penser d'ailleurs à beaucoup d'autres de ces textes, il n'y a pas un personnage qui soit sain d'esprit. Ils sont tous mais absolument horribles, et ils font des choses absolument impensables, réellement. Mais il n'y en a pas un qu'on peut haïr. C'est-à-dire que Franz Bartelt est quelqu'un qui est tellement foncièrement amoureux, je dirais pas de l'humanité, mais de l'autre en tant qu'individu, que même ces personnages les plus horribles, ils sont tous attachants, mais il n'empêche que par ce point de vue, qui est toujours un point de vue de la petite situation, de l'échelle humaine, etc., il y a une vraie dénonciation de certains aspects de la société qui ne sont pas tout à fait en accord avec ceux qui souhaitent. Donc on va revenir sur Pour que demain vienne, c'est le 2e recueil de nouvelles que tu publies chez D'un Noir Si Bleu. Une autre tonalité que... Alors oui, c'est une autre tonalité qu'Absence, mais c'est finalement pas tant que ça une autre tonalité. C'est vrai que... On a des histoires d'absence, beaucoup... Oui. Alors disons que celui-ci, Pour que demain vienne, je dirais plutôt que c'est un recueil de... Le premier c'était sur l'absence, le manque, là c'est plutôt sur tout ce qui est la fugue et l'esquive. C'est-à-dire, là on est complètement dans l'intranquillité, c'est des personnages adolescents uniquement ou très très jeunes adultes et qui sont tous dans des situations matérielles difficiles ou psychologiques difficiles. Et c'est tellement pénible pour eux d'assumer, soit parce qu'ils sont en danger, ils se mettent eux-mêmes en danger, soit c'est la situation dans laquelle ils sont qui est dangereuse pour eux, ils sont dans une situation d'urgence. Et comme ils sont jeunes, comme ils sont assez fragiles, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est une certaine forme d'esquive. Donc soit on fuit effectivement concrètement une situation, soit on est dans une espèce de... on se raconte une réalité pour ne pas voir ce qui se passe réellement. C'est aussi, et encore une fois, une très belle galerie de portraits. On a à chaque fois des personnalités très travaillées. Dans la première, on a un portrait de mère qui a perdu son fils de vue, qui est très touchant. Dans la deuxième, on a deux personnages qui se rapprochent de manière assez improbable. Une Ukrainienne... Une jeune fille, oui, c'est-à-dire que dans la deuxième nouvelle, ces deux adolescents, en fait, c'est une jeune Ukrainienne qui a voulu, une Rome, en fait, qui a voulu venir
en France pour du travail et qui s'est rendu compte trop tard qu'effectivement elle avait été embarquée dans une filière de prostitution. Alors c'est pas du tout le thème de la prostitution, etc. C'est pas ça qui m'intéressait de traiter, mais elle se retrouve à un moment séquestrée comme ça et elle arrive à s'en sortir. Et donc elle est dans la fuite, elle est dans l'urgence et elle va rencontrer un lycéen, Valentin, qui lui est complètement dans une vie rêvée. Donc ce que j'avais envie de montrer, c'était deux personnages à peu près du même âge. Et il y en a un qui est un lycéen tranquille, qui est dans sa petite vie, etc., qui s'ennuie un peu, qui est un petit peu isolé, qui ne sait pas bien s'intégrer dans le groupe des autres ados et qui a envie de vivre quelque chose de très cinématographique parce c'est quelqu'un qui adore le cinéma et il est tout le temps dans des références de films et il a l'impression qu'avec cette rencontre, avec cette jeune fille qui va aider, il a l'impression d'entrer carrément, de traverser l'écran et d'entrer dans le cinéma. Et elle n'est pas du tout sur le même niveau, elle est dans une question de survie, elle a été complètement isolée, elle a été trompée, elle s'est échappée ce qu'on appelle les maisons de dressage avant d'avoir été violée et tabassée. Elle a laissé, pour s'échapper, elle a laissé une copine à elle qui a été enlevée en même temps qu'elle. Enfin, elle est dans une problématique complètement différente. Et j'avais envie de voir comment ces deux adolescents, finalement, sont tous les deux dans une forme de fuite, qui n'est pas du tout la même, et comment ils se rencontrent finalement sans se rencontrer. Bon, l'histoire va finir mal. Mais en fait, elle finit, autant le dire tout de suite, l'histoire va finir mal. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer le décalage, en fait, entre c'est quelque chose qui est assez présent dans toutes les nouvelles, ce rapport à une vision fantasmée du monde et un rattrapage généralement sans pitié par la réalité. Oui, et justement, c'est parce que tous ces personnages sont dans une réalité qui est difficile, qui est blessante pour eux, qui est ou parce qu'ils sont en danger par quelque chose d'extérieur, ou ils ont fait quelque chose qu'ils ne peuvent pas assumer. Comme la petite de la dernière nouvelle, elle a fait quelque chose qu'elle ne peut absolument pas assumer. Et elle est en fugue depuis 3 jours dans Paris, elle se cache dans le passage Verdot et et forcément, puisque la réalité les blesse tous, puisque je les ai mis, moi j'ai choisi de les mettre dans des réalités qui sont absolument insupportables, forcément, comme ils ne peuvent pas assumer, ils vont être dans une réalité fantasmée, parce que c'est leur forme c'est la façon dont ils vont se protéger. Donc ça, effectivement, c'était quelque chose que j'ai voulu dans la construction des nouvelles. Je vais lire un extrait de la deuxième pour présenter les deux personnages justement. La nouvelle s'appelle Pas de deux. La pluie avait traversé son mince pull vert tandis qu'elle s'enfonçait dans les bois sans plus penser à sa cheville et que des branches s'accrochaient à ses cheveux et lui fouettaient la figure. Mais elle aurait éveillé les soupçons si elle avait pris son manteau. Elle avait ouvert la petite fenêtre sans bruit, tremblant que le ventail ne grince. Elle était montée sur le réservoir des toilettes et elle était passée la tête la première, un étage. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait à ce moment-là. La terreur l'avait rendue comme folle. Elle était prête à mourir. Peut-être même y avait-elle aspiré, cassée en deux sur l'appui, poussant du plat de ses mains très vite pour ne pas se laisser le temps de penser. S'écraser morte au pied du mur. Elle s'était pourtant rétablie d'une torsion, instinctivement, d'une sorte de salto avant, le crâne et la peau du dos râpés par le crépi, et elle avait atterri sur ses pieds. Pour la première fois de sa vie, elle avait béni son gabarit minuscule, ses hanches étroites et sa poitrine plate. Eux, bien sûr, n'avaient pas imaginé que l'une d'entre elles pourrait y passer par cette lucarne de maison de poupée. La nuit l'avait enveloppée, elle s'était sauvée aussi vite qu'elle avait pu, à l'aveuglette, les mains en avant pour se protéger d'invisibles obstacles, comme ces enfants poursuivis par Baba Yaga dans les contes de son enfance. Son cœur cognait dans sa poitrine comme un petit singe emprisonné qui se jette en glapissant contre les barreaux de sa cage. L'air froid lui brûlait la gorge, des larmes coulaient toutes seules, froides et tranchantes, des éclats de verre sur ses joues. Elle n'avait pas couru très longtemps. Quoi faire dans le noir? Dans quelle direction aller? Comment se repérer avec ces arbres denses, ces ornières où elle s'enfonçait, cette pourriture de feuilles mortes gorgées d'eau sur laquelle elle ne cessait de glisser? Les yeux agrandis de terreur, elle imaginait des ruptures de pente, des précipices où elle tombait, déchirée par les angles aigus des pierres, et où elle agonisait longtemps sans personne pour venir à son secours. Quand les larmes avaient cessé de couler, que ses yeux s'étaient habitués au noir, elle avait aperçu ce réduit, dont le toit de tôle disjointe laissait passer les gouttes. Elle y était entrée sans savoir si elle avait raison de le faire, juste pour souffler un peu, remettre sa tête à l'endroit, si la chose était possible. Elle s'était accroupie dans un coin, incapable de s'allonger, encore moins de dormir, malgré sa fatigue, guettant l'obscurité dedans, guettant les bruits dehors. Si peu de bruit, la nuit que le moindre souffle d'air devient la respiration sourde d'un animal tout droit sorti d'une légende. La douleur s'était alors réveillée. Mais tant qu'elle ne bougeait pas, qu'elle ne s'appuyait pas sur son pied, elle n'était rien, cette douleur. Rien comparé à la peur qu'il la retrouve. Il y avait des jours où il s'en moquait, enfin presque, et il y avait des jours où ça le rendait fou. Souvent,
Lorsqu'il était allongé dans son lit, tôt le matin, et qu'il attendait que son réveil sonne, il se demandait pourquoi cela prenait par moments pour lui autant d'importance. Au fond, il savait, à part ses profs de français successifs qui y allaient, de leur allusion fine à chaque rentrée scolaire, allusion que la majorité des élèves, heureusement, ne comprenaient pas. Qui saurait, plus tard, quand il aurait quitté l'école, qui lisait encore Dostoïevski? Dans ses bons jours, il trouvait que cela donnait finalement un certain exotisme à sa personne, et depuis que quelques camarades s'étaient mis à l'appeler Rasco, un exotisme tout chargé de virilité, il l'aimait bien, Rasco. Ça faisait mal, ça claquait comme un coup de fouet, résonnait comme une paire de Santiago sur le trottoir. Un nom de premier rôle dans un de ces ovnis cinématographiques à la Jim Jarmusch ou Lars von Trier. Mais les filles de son âge ne devaient pas aller bien souvent au cinéma, sauf peut-être pour voir Bridget Jones ou Sex and the City. Dans ses mauvais jours, il aurait voulu arracher de lui son nom comme on griffe un visage, rageusement, pour faire mal. Raskolnikov. La seule chose que son père lui avait laissée en partant 11 ans plus tôt. Pas tout à fait la seule, non. Il lui restait aussi les premiers mots de son enfance, ces mots russes qu'il haïssait depuis et qui revenaient dans ses rêves. Valentin Ilitch Raskolnikov, voilà comment il s'appelait. Comme le criminel d'un roman de Dostoïevski, beau cadeau d'un père à son fils. Il y avait son nom et puis il y avait sa vie, donc il fut malheureux, en tout cas pas à cause de lui. Le vide qu'avait laissé Ilya Raskolnikov dans le cœur d'un petit garçon de 6 ans avait fini par se combler. Quoique les rudiments de philo qu'on lui inculquait au lycée tendissent à prouver le contraire. Freud et sa révolutionnaire invention de l'inconscient. Sans lui, peut-être que ces putains de souvenirs ne s'agripperaient pas la nuit à ses synapses, ne joueraient pas à Tarzan dans son cortex. Ces mots, ces bribes de phrases, ces vieilles comptines qui revenaient comme des flashs luminescents et le réveillaient en sursaut. Pas malheureux donc, juste la vie qui ne pulsait pas comme elle aurait dû dans ses veines. Juste le quotidien qui manquait d'un peu de romanesque en dépit de son nom de héros de roman. Juste les heures qui goutte à goûtaient insupportablement. L'ennui aussi du premier de la classe, ou peut-être les heures qui goutte à goutte insupportablement parce que le premier de la classe. La niche étroite des catégories. Ça aussi, les mauvais jours. L'étiquette qui colle, le regard des filles qui glissent sur vous sans vous voir, les groupes serrés autour des tables de café après les cours, les rires qui fusent, et vous qui passez tout près sans que personne ne vous interpelle, personne qui semble vous considérer comme un être vivant à part entière de sentiments, d'émotions, de désirs, alors que tous se souviennent en revanche que vous êtes doué de parole lorsqu'ils ont besoin, au milieu d'un DS de chimie par exemple, du symbole du potassium ou du tungstène, assez curieusement représenté d'ailleurs dans la classification de Mendeleïev par un K et un W, alors que l'uranium se contente de son U initial et le soufre de son S, tout comme d'un seul F. Une particularité orthographique qui l'avait toujours étonné, étant donné que soufre appelle enfer et enfer souffrance, souffrance avec 2 F. Bref, même si Rasco insufflait à son âme des envies de transgression, des élans d'héroïque audace, sa vie manquait terriblement de soufre, justement. Pas assez champ de mal d'aurore, trop petite fille modèle. Ce qu'il aurait aimé, lui, c'est un peu de mystère, une quête ou un secret, quelque chose d'enfoui en lui, mais irradiant comme une aura, quelque chose qui le ferait souffrir et l'exalterait, qui serait à la fois sa raison de vivre et sa malédiction. Et voilà, pour le coup, il va trouver quelque chose qui va répondre en partie à ses attentes. Hélas, Malheureusement. pour le malheur de la jeune fille. Voilà, on a fait un tour un peu rapide du catalogue. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de textes dont on aurait pu parler. On a préparé une sélection un peu plus large que vous pouvez découvrir à l'entrée du MK2. Quels sont les projets de la Noircie? C'est quoi la suite? Alors, la suite, c'est de bien sûr continuer ce chemin-là. Là, j'ai trois textes déjà sûrs pour l'année prochaine, en plus des livrets cartes postales que j'ai évoqués tout à l'heure. Là encore, il y a des ovnis à mon avis, mais bon. Donc voilà, la suite, c'est ça, c'est de continuer à travailler pour la lecture, parce que je suis persuadé, moi, que c'est le meilleur moyen de rencontrer l'autre sans bouger de chez soi, si on veut dire. Et surtout si c'est des textes qui sont, comme ceux qu'on a vus ce soir, traités à hauteur humaine. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai un petit souvenir il y a très très longtemps, où j'avais beaucoup travaillé dans la comptabilité d'entreprise. Il y avait une stagiaire qui travaillait avec moi un jour et qui me demandait « mais comment vous faites pour voir tout ça dans les comptes des sociétés quand on faisait des analyses de bilan, des choses comme ça ?» Je lui ai dit « mais c'est pas compliqué, c'est dans les romans.
C'est une espèce de raccourci qui veut dire en fait que chaque fois qu'on a une trace de choses humaines quelque part, du coup on peut retrouver l'humanité derrière la trace pour peu qu'on s'investisse dans cette découverte-là. Pour moi, c'est la ligne est là. Alors, les projets, c'est de continuer tant qu'on peut. Merci beaucoup. Merci, merci à Pascal, vous. merci Isabelle, merci Benoît, merci Corinne. Pour ceux qui auraient raté le début et qui souhaiteraient savoir ce qui s'est dit, la soirée est enregistrée et sera disponible très rapidement sur le site partenaire leapfly.com. Je vais juste finir en disant deux petites choses. Déjà que la soirée est organisée dans le cadre d'une opération qui s'appelle La Voix des Indés et qui se charge de mettre en valeur des éditeurs indépendants. Il y a 90 éditeurs indépendants qui font un très beau travail, qui sont trop rares de toute façon en librairie et dont on peut avoir un aperçu du travail sur le blog La Voix des Indés. Vous trouvez ça en tapant sur Google. Et puis prochaine soirée, ce sera le 13 décembre. Et là, on recevra un éditeur particulièrement rare et qu'on est particulièrement content d'accueillir, qui s'appelle Abirato. Voilà, merci beaucoup. Et merci à Alice qui nous a reçus. Merci à la librairie du MK2. Merci.